Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Encore une fois de plus, merci d'être avec nous dans ce studio. Merci pour tous ceux qui ont appelé, merci pour tous ceux qui ont fait des critiques. Merci pour tous ceux qui nous font des suggestions. Merci encore une fois de plus au professeur Issoufou qui a toujours ménagé sa monture pour être avec nous pour ce grand débat. Le professeur est beaucoup occupé. Nous prenons son temps pour essayer d'avoir encore beaucoup d'informations pour ce grand débat. Car aujourd'hui, nous parlons toujours du Togo et nous continuons de parler du Togo jusqu'à ce que le Togo se retrouve sur le plan financier, sur le plan économique, aussi sur le plan, comme le disait l'autre, échange, sur le plan changement. Merci aussi à Credo Emmanuel de l'autre côté qui a aussi fait mains et pieds pour être avec nous. Monsieur Credo Emmanuel, il n'est plus à présenter. Avec lui aujourd'hui, vous allez aussi avoir la vérité sur ce thème que nous avons choisi, mais c'est un thème, le thème qui a été depuis la semaine dernière dont on a parlé de ce thème et on nous a appelé pour dire encore de continuer ce thème parce que ils veulent réellement savoir où se trouve la vérité. Merci encore une fois de plus, monsieur Credo Manuel, d'être avec nous. Merci aussi à Malik Sall qui assure la production de cette émission et grâce à lui, vous avez de belles images depuis les États-Unis. Aujourd'hui, le thème dont vous avez sollicité, le Togo a-t-il besoin de la communauté internationale pour remplacer Faure Gnassingbé, le président en exercice de la République du Togo? Alors, mon cher, le professeur, je pense que nous avons débattu ce thème la semaine dernière. Vous étiez à New York à une grande manifestation, et nous n'avons pas eu le temps de parler avec vous pour cette grande marche, mais pour commencer dans un premier temps ce débat, nous allons quand même vous laisser le temps de nous faire quand même un petit rappel sur tout ce que vous avez fait comme manifestation. Comment a été cette manifestation et qu'est-ce qu'on attend de cette manifestation, professeur? Merci beaucoup, monsieur Serge Niawa. Merci à Malik Paul et à mon frère Credo Emmanuel pour cette opportunité encore. On se retrouve ce soir pour débattre sur la télévision des Africains par les Africains pour les Africains. Alors, on y était le 17 mars dernier et pour relancer la mobilisation du peuple togolais. Et donc, on avait ciblé deux endroits, deux lieux qu'on devait visiter, le siège de l'ONU et puis là, de la République du Nigeria. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour dire au monde entier que, contrairement à ce que les gens pensent, la mobilisation encore là est très forte.
et que la diaspora ne va jamais faiblir et que la diaspora va toujours tenir à sa promesse qu'elle a faite au peuple togolais depuis le 19 août, quand nous avions marché pour la première fois à New York en 2017. Alors, on était là-bas pour ça, mais entre-temps, on avait aussi voulu synchroniser cette marche-là avec la marche qui était prévue à Lomé et dans toutes les villes du Togo et à Paris avec les amis de l'Europe. Bon, donc voilà, nous avons pu quand même atteindre notre objectif, puisque nous avons pu visiter le siège de l'ONU, où nous avions manifesté, nous avons lu des mémorandums, nous avons scandé des slogans, et après on s'est retrouvés au niveau du consulat du Nigeria, où nous avions aussi présenté notre mémorandum, qui demandait purement et simplement l'appui du président du Nigeria, qui a déjà fait ses preuves à travers sa déclaration le mois passé, et déclaration selon laquelle il ne faudrait plus que des transitions pacifiques puissent être troublées dans l'espace de la CEDEAO. Donc nous avons voulu exprimer notre gratitude à ce président du Nigeria qui a déjà apporté son soutien au peuple togolais dans sa lutte implacable contre le régime cinquantenaire de Lomé. Merci donc, professeur. Je pense que les Togolais vous ont entendu. Une lutte que vous menez aujourd'hui pour avoir satisfaction, et compte tenu du fait qu'aujourd'hui il y a des manifestations à New York, vous avez participé à ces manifestations. Vous savez aujourd'hui où le bateau va. Parce que vous êtes actuellement, je peux dire, le capitaine de ce bateau. Et nous attendons de vous vraiment un succès pour que cette diaspora aujourd'hui comprenne qu'il doit y avoir un changement. S'il doit y avoir un changement, il faudrait qu'on ait ce changement dans la paix. Le changement comme on le veut, mais il ne faudrait pas qu'on ait un changement dans la bousculade. Merci encore une fois de plus, professeur. Nous allons tout de suite commencer ce grand débat avec ce thème intitulé le Togo a-t-il besoin encore de la communauté internationale pour remplacer Faure Gnassingbé? Rapidement, mon cher Credo Emmanuel, je sais que vous êtes en ligne. Est-ce que vous avez des informations sur le Togo, des informations qui nous sont parvenues sur le Togo avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet? Oui, avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet, nos dernières informations sont que le dialogue a repris au Togo le vendredi 23. Mais ça n'a pas, c'est une flamme qui n'a pas tellement tenu parce que à la fin de la journée, le dialogue a été encore interrompu. Mais toujours est-il qu'il est relancé pour une date ultérieure et moi je dirais que les raisons du report ou bien de la suspension de ce dialogue sont telles qu'elles étaient quand elle avait été suspendue le 23 février. Les deux camps n'ont pas bougé d'un seul millimètre. Chacun presque est resté campé sur sa position et nous allons en débattre, mais voilà la situation. On a cru que cette reprise devait permettre d'évoluer un peu et puis de voir finalement où va nous amener ce dialogue, quelles conclusions on pourra en tirer. Malheureusement, le feu a été activé et était rapidement pour une date ultérieure. Espérons que dans les prochains jours, il y aura une concertation avec, dans chaque cas, les partenaires vont se concerter et puis on verra ce que le facilitateur en tirera pour encore relancer le dialogue. Mais qui bien espère, il faut être optimiste. On ne peut pas dire qu'il y a
complètement, les voies sont bouchées. On ne peut pas dire que il y aura plus de communication. Espérons que ça va communiquer et que ça ira plus, et ce dialogue nous permettra de déboucher sur une conclusion, que ce soit positive ou pas, ou bien que ce soit une conclusion qui ne serait pas à la hauteur de ce que nous espérons, mais une petite conclusion pour être. Merci. Merci à M. Credo Emmanuel. Je crois que à la dernière, dans notre, comment je peux appeler ça, deuxième volet de ce débat, on va essayer de parler un peu de ce dialogue qui a repris et du coup, il est encore reporté à une date ultérieure. Merci encore une fois de plus, Credo, pour cette participation. Merci aussi à mon cher Kenao Yves qui vient de faire son entrée dans le studio. Alors Yves, je crois que ça n'a pas été facile. Vous avez pris un avion, ça n'a pas été facile de vous attraper. Ça a été difficile quand même. C'est ce qui a fait que je suis arrivé un peu en retard. Mais bon, on est là quand même, 1 heure de temps, c'est pas trop. Merci. On peut tenir. Merci, merci. Alors, comme l'a demandé nos auditeurs, notre audience, qui voudrait en toute possibilité qu'on reprenne aussi, comme on appelle, le thème qui a été débattu la semaine dernière, hein, ce thème qui s'intitule, je le répète encore, le Togo a-t-il encore besoin de la communauté internationale pour remplacer Froy Singbe? Merci encore une fois de plus d'être avec nous, mon cher Kenao. Rapidement, monsieur le professeur Youssoufou, alors nous allons commencer ce grand débat et la parole est libérée. Il faudrait que chacun se détende et qu'on laisse aussi la place à tout un chacun de pouvoir dire ce qu'il pense sans toutefois l'interrompre. Merci encore une fois de plus. Professeur, le Togo a-t-il besoin encore de la communauté internationale pour remplacer Froy Singbe, le professeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tout simplement dire que non et non. Le Togo n'a jamais participé à la sélection d'un quelconque président d'un autre pays. Alors, je ne vois pas pourquoi on aurait eu besoin de la communauté internationale pour remplacer M. Faure Gnassingbé. Il est vrai que dans la géopolitique dont nous parlons tous les jours, nous voyons que pour des intérêts donnés, ces intérêts dont certains sont occultes, il y a des gens qui sont là, qui tirent des ficelles, qui apportent leur soutien total par rapport au maintien des régimes en Afrique. Et Faure Gnassingbé n'est pas une exception par rapport à cette situation. Vous savez, nous avons beau parler de la fin de ce qu'on appelle la colonisation, et nous avons quand même ce qu'on appelle la néocolonisation qui est encore là. Lorsque dans les années 50, les Africains avaient commencé par se battre pour se libérer du joug du colonialisme, ce n'était pas facile, vous-même vous le savez. Dans certains pays anglophones, c'était la guerre, comme au Kenya, la guerre de Mao Mao. On a vu tout récemment au Zimbabwe, en ce temps, la Rhodésie. On a vu. Donc, le colon n'est pas venu en Afrique, il n'avait pas l'intention de repartir, puisque les matières premières qu'il exploitait librement étaient encore là. Il fallait rester encore pour longtemps. Mais lorsqu'ils ont été forcés de partir comme ça, ils ont quand même promis qu'ils ne vont pas nous laisser libres. Et du coup, ils ont pu tisser des alliances avec les premiers dirigeants qui ont pu faire, n'est-ce pas, prolonger ces alliances-là dont nous souffrons aujourd'hui. Pour le cas des pays francophones, nous parlons de la France-Afrique, n'est-ce pas? Et donc, bon, d'aucuns disent que non, il faut l'aval de la France avant de remplacer tel ou tel. Moi, je dis ceci. Seul le peuple souverain est détenteur, n'est-ce pas, de ce pouvoir-là de choisir. Alors, le Togo
n'a pas besoin de la communauté internationale pour remplacer Faure. C'est pourquoi nous disons que le jour où le peuple sera prêt pour ce départ-là, quel que soit celui-là qui est derrière ce régime, il va partir, Faure va partir. Donc ce n'est pas bon, on n'attend personne. La preuve, nous venons déjà de balayer du revers de la main la déclaration qu'a faite le groupe des 5, les ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne et autres. Lorsqu'ils parlaient d'aller négocier, de nous entendre sur les réformes constitutionnelles et aller à des élections apaisées, nous leur avons dit que le TGV n'est pas sorti pour marcher, pour réclamer les élections. Donc ça veut dire que nous leur disons, s'ils ne peuvent pas contribuer, n'est-ce pas, au départ des Faure, ils n'ont qu'à se mettre à l'écart. Nous, les Togolais, nous allons nous en charger. Et je suis confiant que nous le ferons. D'ailleurs, c'est ici le lieu, si vous me permettez, de jeter des fleurs au groupe des 14, à la C14. C'est que le travail qu'ils ont fait hier, ou bien avant-hier, au niveau du dialogue avec le facilitateur, je pense que tous les Togolais leur doivent beaucoup de respect et beaucoup de remerciements parce qu'ils sont tenus. Ils ont défendu la cause du peuple togolais et cette cause, c'est le retour à la Constitution de 1992 et j'ai appris que l'opposition dans son ensemble a été ferme et pour ça, coup de chapeau. Et nous sommes confiants qu'avec cette fermeté, le peuple va obtenir ce qu'il est en train de rechercher. Ça, soyez-en sûrs. Alors, nous n'avons pas besoin de la communauté internationale pour remplacer Faure. Nous-mêmes, nous allons nous en charger. Nous demandons à la communauté de nous regarder seulement. Nous allons nous en charger. D'accord. Professeur, tout à l'heure, vous avez parlé du groupe des 5 qui ont quand même, enfin, qui se sont réunis à New York ou bien qui sont réunis aux États-Unis pour essayer de peaufiner quelque chose. Et vous avez dit aussi que vous n'avez pas besoin de la communauté, on n'a pas besoin de la communauté internationale pour pouvoir faire partie Faure, mais vous avez dit que si ce groupe de 5 ne peut pas nous aider à faire partie Faure, ce n'est pas la peine. Et vous voulez parler de qui? Ce que j'ai dit, s'ils ne peuvent pas contribuer positivement à ce départ-là, ils n'ont qu'à nous regarder. Parce que la question, c'est comme si, bon, sans eux, on ne peut rien faire. Je suis en train de dire que sans eux, nous pouvons faire changer les choses. Mais entre-temps, s'ils ont envie, parce que vous savez, j'ai toujours dit sur cette antenne que les Togolais ne sont pas des fous. Nous vivons dans un monde globalisé. La communauté internationale aura besoin de nous, on aura besoin d'elle après le changement. Donc si elle veut encore avoir cette relation avec nous, elle ne pourra que contribuer positivement. C'est pourquoi elle peut décider de ne rien faire. Mais nous savons que la lutte va continuer et nous allons parvenir à une victoire et que cette communauté-là même pourra aussi bénéficier de cette victoire-là. Parce que on travaille toujours, on va toujours travailler dans les concerts des nations puisque nous ne sommes pas dans une île où on va vivre seul. Quel que soit le cas, il y aura des diplomates qu'on va échanger. Mais on leur dit, puisque nous ne choisissons pas leur président, il ne faudrait pas qu'ils essaient d'aider nos présidents contre le gré du peuple à se maintenir. C'est tout ce qu'on leur dit, on leur livre comme message. Merci professeur, restez avec nous parce que les questions arrivent rapidement. Monsieur Credo Emmanuel, pour le sujet du jour, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que nous avons réellement besoin de la communauté internationale pour remplacer Faure Gnassingbé? Est-ce que le Togolais lui-même est prêt à assumer cette responsabilité sans la communauté internationale? Parce que nous sommes fatigués de cette communauté internationale. Quand elle arrive, elle sait qu'elle a quelque chose. Elle a quelque chose en contrepartie. Est-ce que nous avons réellement besoin d'elle pour faire partie Faure Gnassingbé? Oui, c'est une question à deux réponses. À votre question, je répondrai d'une part oui et d'autre part non. Je vais aller d'abord avec le non. Le non, c'est que les Togolais n'ont pas besoin de la communauté internationale pour choisir celui qui va remplacer leur dirigeant.
les Togolais, je crois qu'ils sont assez mûrs. Les Togolais, je crois qu'ils aspirent à beaucoup de liberté. Ils voient ce que se passe dans les mondes, dans le monde démocratique, dans les systèmes où il y a une démocratie. Les Togolais voient ça. Les Togolais ont aujourd'hui à peu près un tiers de la population qui vit à l'extérieur. On sait qu'il n'y a pas de démocratie parfaite, mais au moins, s'il y a un système où on peut avoir des limitations de mandat, où quelqu'un vient, il a un mandat ou deux, il finit, mais d'abord, au premier mandat, si la personne n'a pas bien fait, elle n'est plus revotée, surtout qu'on ne vote pas une personne qui n'a pas atteint ou bien qui n'a pas pu accomplir son programme pour lequel la personne a fait une campagne. On a vu ça au Nigeria. Le président, pour une première fois, un président sortant a été battu aux élections. De part du président Jonathan, que le président Boali a remplacé. Ça n'arrive pas souvent. Donc on aspire vers au moins cette démocratie. Donc pour ça, pour que les Togolais choisissent celui qui peut diriger leur pays, on n'a pas besoin de la communauté nationale. Mais en même temps, le Togo est un pays qui ne vit pas en autarcie. On a besoin d'une part de la communauté internationale, non pas pour venir nous aider à choisir le dirigeant, mais pour venir faire l'arbitrage, avoir les yeux ouverts sur notre processus, parce que quand il y a deux camps qui s'affrontent, dès qu'il y a une observation internationale, ça permettra de voir qui est en train de faire juste, qui est en train de tricher. On n'aspire qu'à ça. Venez voir si les jeux sont faits équitablement. Voilà. Donc, dans ce sens, la communauté internationale n'a qu'à... on a besoin pour venir faire des observateurs, on a besoin de cette communauté pour que ce soit au niveau sous-régional, c'est-à-dire la CEDEAO, au niveau panafricain, l'Union africaine, ou bien au niveau international, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis. On a besoin de ces gens, mais ce n'est pas pour le même but. Les buts ne sont pas les mêmes. Donc c'est une question, comme je le dis, à deux réponses. Je vais encore aller plus loin. Nous avons un système au Togo où, pendant bientôt 51 ans, une même famille a dirigé le Togo. Le Togo n'est pas un royaume. Ce n'est pas un empire où le pouvoir se transmet de père en fils. Tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir aussi donner la chance à d'autres Togolais. Mais pour donner la chance à d'autres Togolais, on s'affronte à cette personne qui ne veut pas lâcher le pouvoir et qui dit que, voilà, je suis soutenu par une force qui est derrière moi, et la force respecte le pouvoir en place. La force, elle est fidèle au pouvoir en place. Donc, ce que nous disons, c'est que cette force qui est derrière et qui soutient un régime familial, n'a qu'à se mettre, cette force n'a qu'à se mettre à l'écart, je veux bien nommer l'armée togolaise, rester à l'écart et laisser les politiciens pouvoir discuter et qu'on puisse trouver une solution. Parce que là, il n'y aura jamais, ce peuple ne va pas se laisser continuer avec un dirigeant de la même façon que ça a été pendant plus de 50 ans. Ça doit changer. Donc, votre question, comme je le dis, elle est à double réponse. Il y a un oui et un non. Et je crois que je pourrais encore donner d'autres explications pour ne pas trop maîtriser la parole. Merci. Oui, merci Clodo. Je crois que vous avez parlé, comment on appelle la communauté internationale qui doit servir d'observateur quand on fait les élections. Mais à notre niveau, quand on est en Afrique, on est en Afrique, on fait nos élections. Sinon, eux, ils sont de l'autre côté en Europe, par exemple, à l'extérieur, ils font leurs élections. Ils n'ont pas besoin de nous pour être observateurs. Pourquoi nous allons chaque fois avoir besoin d'eux
pour être observateur chez nous? Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, quand on parle de communauté internationale, il ne faut pas juste doiter l'Europe. Hein. Quand on parle de communauté internationale, dans la sous-région, c'est déjà une communauté internationale. Quand on parle des 16 pays de la CEDEAO, c'est une communauté internationale. Une communauté internationale, ce mot, elle englobe tous ceux qui sont en dehors de la nation togolaise. Même si le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire viennent pour superviser les élections, bien pour essayer, même l'apport du facilitateur ghanéen, c'est déjà une action de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas, on ne dit pas, il ne faut pas toujours croire que quand on parle de la communauté internationale, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Non, la communauté, dès qu'il y a des forces et des éléments qui arrivent de l'étranger, ça fait déjà partie de ce que moi j'appelle communauté internationale. D'accord. De toute façon, nous allons tout à l'heure parler de, comment on appelle, de dialogue, et vous allez voir dans quel sens je voulais intervenir. Rapidement, Monsieur Kenao, vous avez écouté le professeur Youssoufou, vous avez écouté Monsieur Emmanuel Credo. Quelle est votre opinion? Voilà, la réponse à votre question, elle peut paraître très simple, mais elle est un peu complexe et compliquée. Parce que elle se situe d'abord sur le plan historique, et puis elle est à deux niveaux, comme M. Créo l'a dit. Si c'est pour aller choisir les présidents, élire les présidents aux urnes, c'est le Togolais qui le fait. C'est l'Africain qui le fait. Comme nous parlons du Togo, c'est le Togolais qui le fait. Il est libre de le faire et d'aller choisir. Et c'est ce qui a été fait depuis que nous parlons d'élections dans les pays africains, les rares fois au Togo. Vous êtes sûr que ça se fait, que l'Africain lui-même est libre de pouvoir choisir? C'est ce qu'on dit, mais c'est qui sort des urnes. Non, je ne parle pas de sortie. Je dis il est libre d'aller choisir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il marche, il rentre dans le bureau de vote, il prend son enveloppe, il prend le bulletin, il met, il dépose dans l'urne. Il est libre. C'est ce que je dis, que si c'est dire le Togolais le fait. Donc, le Togolais n'a pas besoin, ou bien l'Africain n'a pas besoin de la communauté internationale, ou bien du monde extérieur pour choisir son président. Mais remplacer le président en Afrique, c'est là que je dis que c'est un peu complexe, parce que le remplacer physiquement et visiblement est une chose. Avant, on parlait des urnes. Le remplacer au niveau des urnes et des procès-verbaux, ça en est une autre. Aujourd'hui, on parle des fichiers électoraux. On parle de l'ordinateur, on parle de fichiers électoraux. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si nous prenons l'élection visible du chef de l'État en Afrique et surtout au Togo, et comme nous parlons du cas du Togo, c'est le Togolais qui le choisit. Comme ça. Bon, des fois, il y a des querelles, des fois, il y a des intimidations, mais ce sont des Togolais, des citoyens togolais qui marchent, qui vont et qui votent. Bon. Maintenant, faire remplacer Faure Gnassingbé, quel est le sens que vous donnez par faire remplacer? De toute façon, si vous voulez, cette phrase peut être formulée d'une autre manière pour que vous compreniez. Voilà, parce que le Togolais a-t-il besoin, le Togo a-t-il besoin de la communauté internationale pour élire, pour choisir son président? Son président. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que moi, j'ai compris votre question, mais il fallait quand même que je vous demande, parce que remplacer veut dire autre chose aussi. Donc, à l'heure actuelle, le Togolais n'a pas besoin d'attendre l'opinion internationale ou bien la communauté internationale. Le Togolais peut choisir librement son président. Mais nous ne sommes pas en train de parler des élections.
C'est là que je suis un peu confus. Nous ne parlons pas des élections, il y a déjà un président. Mais comment le faire partir? Et sur ce point, je dirais que le Togo a nécessairement besoin de cette même communauté internationale pour le faire partir. Et je m'explique. Peut-être que mes prédécesseurs seront surpris. Le Togo a besoin nécessairement de cette communauté internationale pour faire partir Faure Gnassingbé. Parce que c'est elle qui a mis Faure Gnassingbé là où il est. Ce n'est pas nécessairement ce que je veux dire. Je veux dire tout simplement que la géopolitique est telle que si le fort est derrière toi, tu as 90% de chances de tenir. Je parle du cas de l'Égypte par exemple. Une grande partie du peuple égyptien s'était manifestée quand le président est démocratiquement élu avait été renversé. Mais comme la communauté internationale était derrière ceux qui ont renversé le président et démocratiquement élu, la population a manifesté, elle a été matée. Et ça, c'est tout comme ça. Parce que ce sont les mêmes types. La Côte d'Ivoire aussi. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, clairement, a dit que nous avons choisi Gbagbo. Mais comme Gbagbo ne faisait pas l'affaire de la communauté internationale, on a... Il y a le cas du Mali, le jeune capitaine qui a renversé ATT. Il n'a pas eu le soutien de la communauté internationale. On a balayé. Le Guinéen camarade que les gens appellent le fou, en fait il n'est pas fou. Dadis Camara. Dadis Camara, en fait il n'est pas fou. C'est le second Sankara. Mais la communauté internationale a décelé très tôt cela et on l'a enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'elle sort pour dire que ceci là, mais elle fait une pression au niveau des leaders africains. Au niveau des médias, la France 24 va changer son langage. CNN va changer son langage. Or, nos intellectuels coûtent quoi? Nos intellectuels ne suivent que ces chaînes-là, ces médias-là. Donc ça fait que, brusquement, dans la tête, on va créer une autre image de la personne, surtout des autres. Et il y a confusion. Tu vas voir que ça va passer comme ça. Donc, sur ce point-là, le Togo a besoin du soutien de cette communauté-là pour faire partir Faure Gnassingbé. Parce que même dans la rue, si cette communauté internationale refuse, la rue ne va plus aller. Les gens ne seront plus nombreux dans la rue comme ça. Les gens vont manifester, mais ça n'aura pas d'effet. Si cette communauté-là refuse. Enfin, c'est mon point de vue. D'accord. Professeur Issoufou, ouais. Est-ce que vous voulez... Non. Historiquement, j'allais dire que... D'accord, allez-y. Historiquement, vous allez voir que depuis les indépendances, quand les Africains se sont... Quand les peuples africains s'étaient révoltés au temps de la colonisation, ils ne s'étaient pas révoltés contre les fils africains. C'est ça la différence. Ils ne s'étaient pas révoltés contre les fils africains. Il n'y avait qu'un seul ennemi, le colon. C'est ce qui a fait que les pères des indépendances ont réussi à obtenir facilement les indépendances parce que c'était un seul ennemi qu'ils combattaient. Et quand le blanc est parti, il a instauré un autre système qui est quoi? L'Africain va aller au pouvoir. Mais c'est lui qui va le soutenir. Et quand tu le soutiens, tu vois maintenant que l'Africain a deux ennemis. D'abord, il a à combattre son frère sur son propre sol et l'étranger là qui tire les ficelles, donc il doit combattre son frère et aller combattre en même temps l'ennemi. C'est ce qui est difficile maintenant. Or avant on n'avait qu'un seul ennemi, l'extérieur, enfin le colon. Donc moi je trouve que malheureusement on a besoin de cette communauté internationale pour faire partie fort. Malheureusement. D'accord. Professeur Issoufou, vous avez entendu ce que Yves Kenao vient de dire. Le Togo a réellement besoin de la communauté internationale pour choisir, pour élire, pour faire partir le président Faure Gnassingbé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne dis pas. Non, pas du tout. Pour faire partir Faure Gnassingbé.
Est-ce que vous êtes d'accord avec... Si on devait compter, si on devait attendre cette communauté internationale, alors les Togolais sont assis sur des sables mouvants. Parce que si la Tunisie avait attendu la communauté internationale, l'ancien dictateur qui est en fuite serait encore là, en train de les torturer. Vous voyez? Alors, si le Burkina avait attendu la communauté internationale, Blaise Compaoré serait encore là, Djindéré serait encore là. Alors, ce que moi je dis, la communauté internationale veut toujours garder ses parts, ses intérêts, elle veut se faire importante. Moi, je dis que c'est aux Togolais, c'est aux Africains de prouver que ce que l'Africain veut, ce que le Togolais veut, Dieu le veut. Ce n'est pas que, bon, on va dire communauté internationale partez. C'est à nous. D'ailleurs, c'est le message que je tiens à passer aux Togolais ce soir. À partir du moment où nous sommes convaincus que 51 ans de règne d'une seule famille, ça suffit, je pense que rien ne devrait plus nous être un obstacle. On devait pouvoir être déterminé à reconquérir notre pays et à l'avoir pour nous et pour tous les Togolais. Alors, lorsque nous sommes résolument engagés dans ce processus qui s'appelle communauté internationale, la communauté internationale finira par s'aligner derrière le peuple si le peuple se montre intransigeant. C'est ce que nous demandons maintenant. Donc, elle peut être là, elle peut vouloir soutenir parce qu'elle ne soutient pas parce qu'elle nous aime. Elle soutient le régime parce qu'elle sait les largesses et les bénéfices, n'est-ce pas, qu'elle obtient du régime. Et nous disons que ces bénéfices-là sont au détriment du peuple togolais. La misère, le manque d'emploi, le manque d'hôpitaux, cela est dû à ce que cette communauté internationale a contribué, n'est-ce pas, à faire au Togo. Et c'est pourquoi nous disons que la communauté internationale ne va pas nous dire, bon voilà, vous voulez un changement, vous voulez la transparence, vous voulez dans la démocratie, on va vous aider. Mais nous allons les obliger à accepter le fait que le Togolais a aussi besoin et a aussi envie de vivre comme ils vivent chez eux. La question revient alors de savoir pourquoi cette communauté internationale-là ne veut pas que les Togolais soient aussi libres comme ils le sont chez eux. C'est une affaire de bon sens. Alors moi je dis que nous Togolais n'attendons plus cette communauté internationale pour nous faire quoi que ce soit. Nous allons obliger et cette communauté internationale et Faure Gnassingbé à accepter la volonté du peuple, c'est-à-dire le retour à la constitution de 1992 que le peuple togolais s'est souverainement donné. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un appel à tous les Togolais, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du Togo. Je vous dis, il est temps, on doit prendre notre destin en main. Cette communauté internationale, dès que nous réussirons, elle va courir après nous pour pouvoir aussi tisser des alliances. Elle n'est pas folle. Elle sait là où se situent ses intérêts. Elle va vouloir toujours travailler avec nous. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous n'attendons plus cette communauté-là parce que nous n'attendons plus rien d'elle. Elle s'est montrée efficace et partisane. C'est pourquoi nous demandons aux Togolais maintenant de prendre leur destin en main et de faire en sorte que ce régime chute dans les mers de l'air. D'ailleurs, nous ne parlons même plus d'une éventualité de Faure en départ en 2020. Nous demandons un départ immédiat et la communauté internationale n'aura que ses yeux pour pleurer. Professeur, je crois que vous êtes direct sur ce que vous êtes en train de dire, mais si demain, M. Faure Gnassingbé partait, est-ce que vous aurez résolu le problème tant que le système encore est en place? Comment est-ce que vous allez vous débattre pour réellement chasser ce système? Parce que le système est toujours implanté. Comment est-ce que vous allez faire? On ne serait pas les premiers. Il y a des pays où le système a été carrément démantelé. Je vous donne l'exemple du Bénin à côté. Lorsque le président Talon est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de revoir des contrats et il a pu, comment on appelle, identifier des contrats louches.
des contrats louches où, bon, ça n'avantageait pas le peuple béninois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a résilié ces contrats-là et il a renvoyé ces bandits-là. La preuve, Bolloré n'est pas au Bénin. Mais au temps de Yahi Boni, Bolloré était là. Donc, quand on parle de cette communauté internationale, c'est à travers ces entreprises, ces multinationales, c'est ça. Maintenant que le président Yahi Boni a pu donner un exemple clair, il a envoyé un message à tous ces gens-là. Nous voulons faire des affaires avec vous, mais pas au détriment de notre peuple. C'est tout ce qu'on dit. Nous ne sommes pas des voleurs. L'Africain n'est pas un voleur. L'Africain, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui aime la réciprocité. L'Africain ne prend jamais sans donner en retour. C'est l'Africain, c'est un être de réciprocité. C'est le blanc qui prend, il ne donne rien. Et donc Bolloré a voulu détruire le Bénin à travers ces affaires louches de chemin de fer ici, de port par là. On a dit non. C'est au Congo seulement que Bolloré est là en train de faire sa pagaille. Il a signé un contrat de 35 ans pour gérer le port. Depuis quand vous avez vu ça? Quel pays intelligent fait ça? Vous remettez tout à un bras pour 35 ans. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser pendant 35 ans. Et pendant ce temps, le peuple-là, il moisit, il souffre. Alors moi, cette communauté internationale doit comprendre une chose. Nous voulons vivre ensemble. Nous voulons faire des affaires avec elle à travers ces multinationales, mais pas à n'importe quel prix. C'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont qu'à nous laisser. Faut n'a qu'à partir et ils vont nous regarder si on peut gérer le pays ou pas. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. Ils n'ont qu'à partir et on va voir si on pourra gérer le pays ou pas. D'accord. Monsieur Credo Emmanuel. Oui. Credo Emmanuel? Oui, je suis là. D'accord. Vous avez quand même attendu monsieur le professeur. Vous avez aussi attendu monsieur Kenao. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il y a quelque chose à dire, parce que je crois que nous utilisons l'expression communauté internationale à tort et à travers. Quand on parle de communauté internationale, on ne parle pas de colons, on ne parle pas de colonisation, on parle de tout ce qui est en dehors, à l'extérieur du territoire togolais. Donc, il y a des différentes manières dont les nationales et lesquelles les gens peuvent avoir leur fonction, leur rôle à jouer. On ne peut pas complètement dire le Togo se suffit. On n'a pas besoin qu'un... D'abord, déjà le fait, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir amené un facilitateur du Ghana, c'est un impact qu'on a eu à faire à quelqu'un qui est venu de l'extérieur du Togo. Puisque les Togolais, quand on a nos litiges et qu'on a fait des rencontres en Togolais, la première rencontre qu'on a faite, qui est de grande taille, c'est la conférence nationale souveraine. On a fait cette rencontre, on a invité aucune personne de la communauté internationale. Il y a eu des ambassadeurs accrédités ils ont suivi la conférence nationale souveraine au Togo comme observateurs. Mais tout ce qui s'est en découlé a été mis à l'eau après 4-5 ans. Tout a été mis à l'eau. On est parti de là, on a fait des accords, on a signé des accords et aujourd'hui on est au 27e accord. Le 27e accord, le pouvoir est en place, c'est que dès que l'accord n'a pas au moins des témoins extérieurs, ils peuvent manipuler comme ça. Bon, donc finalement, l'opposition n'a pas voulu aller à ce 20e accord sans au moins une intervention de l'extérieur qui va essayer d'être au moins facilitateur de la chose-là. Donc déjà, quand l'idée même, en comptant sur un facilitateur, c'est déjà un apport de la communauté internationale, parce que ce n'est pas parce que ça vient de l'Europe, même si ça vient de la sous-région,
C'est déjà un apport de la communauté internationale. Le Togo ne peut pas dire, on n'est pas un pays, on ne peut pas vivre en autarcie, c'est pas possible. On vit dans une communauté et on est aussi, il y a des relations de voisinage. On appelle nos voisins venir voir ce qui se passe chez nous. Mais en même temps, il faut être réaliste dans ce qui se passe. Il ne faut pas juste être optimiste, mais il faut être optimiste avec une réalité. Nous avons en face de nous un pouvoir qui est soutenu par une force. Et dès qu'il y a la force, c'est la raison du plus fort qui essaie toujours de l'emporter. Pour pouvoir, on n'a pas les moyens d'affronter cette force. On ne veut pas une guerre civile au Togo. Et pour affronter cette force, il faut affronter ceux qui soutiennent le régime. Et c'est la main. On n'a pas ces moyens. On va avec les menus. Et si on va avec les menus, il faut qu'on arrive. Bien sûr, je suis d'accord avec le professeur. Il faut que les Togolais prennent leurs responsabilités. Mais en prenant les responsabilités, avant qu'au moins on puisse, puisque des fois, on dit, bon, ok, le Togolais peut faire ça tout seul, mais on n'a pas besoin de la communauté. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on a un truc qui ne va pas, on dit, on veut que la communauté internationale vienne être témoin de ce qui se passe. Donc, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'une participation extérieure n'est pas une mauvaise chose. On ne dit pas que cette participation extérieure, elle doit nous dire qui mettre, qui élire, qui choisir. Non, ça, les Togolais à 100% qui ont le droit de vote voteront pour ça. Mais il faut essayer, avant d'arriver à ce point, il faut essayer d'avoir des élections claires et transparentes. Et on ne l'aura pas. Pourquoi le régime en place actuellement pousse vers le référendum? Ils poussent vers le référendum parce que c'est leur point fort. Les fichiers ne sont pas, sont là et ne sont pas fiables. Donc avant même qu'on fasse le référendum pour demander aux Togolais, voulez-vous que la Constitution de 1992, et on revient à la Constitution de 1992, ils vont dire oui. Voulez-vous qu'en revenant à la Constitution de 1992, que le contrôle soit mis à zéro, c'est-à-dire que Ford puisse se représenter en 2020, comme ces trois mandats n'avaient jamais existé. Ils diront oui, et puis il faudra dire, oh voilà, il va brandir avec lui ce résultat du référendum. C'est ça qu'il veut. Et on ne peut pas arriver à ce point. Si on arrive à ce point, on ne peut, sur toute notre lutte, elle va recommencer, elle recommencera toujours. Donc, il ne faut pas toujours dire qu'on n'a pas du tout besoin de la communauté internationale. Les rôles seront limités. À quoi on a besoin? Même si on fait venir des observateurs des pays de la CEDEAO, déjà, c'est déjà un apport de la communauté internationale. On n'a pas besoin d'aller dans toute l'Afrique et l'Afrique pour chercher des gens pour venir. Même si c'est dans la sous-région. Regardez, la preuve, dans la sous-région, on n'a que le Togo seul qui a refusé de signer le charte de la CEDEAO où il y aura alternance au pouvoir pendant 2 ans et 2 mandats, chaque président, et il y aura alternance. Le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui avaient refusé de signer ce charte. La Gambie est tombée parce qu'on est parti dénoncer le président. Bon, maintenant, le Togo est là et nous sommes les seuls. Pourquoi on ne peut pas déjà au moins adopter ça dans la sous-région? Donc, adopter ça dans la sous-région, c'est déjà un petit apport de la communauté internationale. Donc, on ne va pas dire que la communauté internationale sera totalement balayée, mais on va essayer de voir quel rôle pourra être joué. On ne dit pas qu'elle appuiera le président ou bien appuiera l'opposition. Un rôle neutre sera suffisant pour que les Togolais. Il y a un adage qui dit que quand tu le mets au genou, Dieu t'aidera à le mettre sur la tête.
Les Togolais vont faire le travail localement. Mais il faut que la communauté internationale vienne au moins être observateur là, voir comment il y a une équitabilité dans le truc qu'on fait. Merci. D'accord, merci Clodo. Essayez de vous placer un peu, comment on appelle, dans le milieu pour qu'on puisse vous voir. Mon cher Kenao, je crois que nous avons parlé de cette communauté internationale, mais je pense qu'on ne va pas continuer de tergiverser là-dessus, mais directement, on va parler de notre dialogue, le dialogue qui a repris la semaine dernière et d'un moment à l'autre, ben, il est encore reporté à une date ultérieure. Qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, tout ce que je sais, c'est que le dialogue n'a pas lieu, c'est tout. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi chaque fois c'est les 23 là qu'ils choisissent pour reporter. Chaque fois les 23. S'ils ne sont pas prêts, inutile qu'ils commencent par faire saliver encore les gens, faire réfléchir les gens et brusquement, on arrête. Moi, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel jeu tout le monde joue. Je ne sais pas. Y compris le facilitateur. Je ne sais pas à quel jeu tout le monde joue. Oui, mais il y a eu un communiqué qui est sorti de cette, comment on appelle, de ce dialogue. Un communiqué final qui a sanctionné ce dialogue, la fin des hostilités. Encore à une date ultérieure, voilà. Ou bien. Voilà. Donc, ben, il s'avère, je pense qu'on va d'abord aller vers Youssoufou avant de rentrer dans Non, ce que vous avez dit, c'est normal. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on n'est pas prêt, on ne peut pas reprendre un grand dialogue de ce genre quand on n'est pas prêt. Vous ne voyez pas que ça ne fait pas du tout bien d'entamer quelque chose et après 2 heures dire que bon, on se retrouve à une date ultérieure. À quoi bon de faire cela? On est des adultes, on est des responsables, on est des gens appelés à diriger le pays. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Oui, mais dans le communiqué, il aurait été dit que le côté de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition a fait ses propositions. Le côté, le gouvernement aussi a fait ses propositions, mais les deux ne s'attendent pas sur les propositions qui ont été faites. Par exemple, l'opposition demande la constitution originale de 92, que cette constitution, voilà, que cette, comment on appelle, cette constitution doit être mise en œuvre. Ça veut dire que si l'originalité de cette constitution est mise en œuvre, la fameuse phrase « en aucun cas » va toujours exister. Monsieur Nyawa. Je reviens. De l'autre côté, le gouvernement en place voudrait des réformes constitutionnelles. Parce que si la constitution de 1992 est mise en exergue, ça veut dire que Flore ne va plus faire un autre mandat, il ne va plus participer aux échéances présidentielles prochaines. Monsieur Nyawa, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous venez de dire, était dans le premier ordre du jour avant la suspension le 23 février. Tout ce que vous avez dit là, c'était dedans. Et on a suspendu le dialogue. On revient, on appelle tout le monde est braqué sur Lomé. Après 2 heures, on dit, on a suspendu le dialogue pour une date ultérieure. Où on est là, on peut, là où je dis on n'est pas sur eux, si on veut vraiment travailler ce dialogue-là, on reste là, on laisse les deux. Quand vous êtes à l'école, vous avez été étudiant, quand on vous donne des sujets, des questions, vous commencez par la question la plus simple. Effectivement. Et vous progressez. S'ils étaient vraiment sûrs qu'ils veulent une solution au problème togolais, ils commencent par régler les problèmes qu'il faut régler, sur lesquels tous ils sont d'accord. Ils les règlent en allant. Et maintenant, quand le point crucial là va s'arrêter, on sait qu'au moins le dialogue a pris un temps. Et il est arrivé à un point difficile. Maintenant, tous les temps qu'on se retrouve,
On se quitte 2 heures après, on se retrouve d'être. Vous croyez que cette question-là sera résolue juste comme ça? Non! Ils doivent être sérieux. Ce sont des responsables. Je ne sais pas si vraiment ils ont l'intérêt du peuple togolais en tête. Ce sont des responsables. Des gens qui ont dirigé, des gens qui sont ceci ou qui sont cela. Mais commencez par des questions les plus simples. Les questions sur lesquelles vous tous, vous êtes d'accord. Vous les éliminez un à un. Et maintenant, quand vous arrivez au problème difficile, vous avez tout le temps de réfléchir sur ce problème difficile-là. Plutôt que de perdre le temps aux gens, ou bien ils aiment les perdièmes. Peut-être c'est pour augmenter les perdièmes, mais sinon ça n'a aucun sens, franchement. D'accord. On arrête là. D'accord. Je ne sais pas si on a le professeur en ligne. D'accord. Credo Emmanuel. Oui, je suis en ligne. Oui, Credo Emmanuel. Oui, je suis en ligne. Nous parlons maintenant du dialogue qui est reporté à une date ultérieure, parce que on donne le temps à ces deux parties d'aller réfléchir sur les propositions qui ont été faites pour revenir encore. Parce que les deux parties ne sont pas d'accord sur ces propositions. Hein? La Constitution de 92 et puis bon, les réformes constitutionnelles. Parce que quand la Constitution 92 est là, ça veut dire que la fameuse phrase en aucun cas est là. Ça veut dire que M. Floyd Yassingbe ne peut plus participer aux élections présidentielles prochaines. Monsieur Credo, oui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'avais un peu brièvement, j'en avais brièvement parlé au cours de ma première intervention. On n'a pas bougé d'1 millimètre. 1 millimètre. Depuis l'interruption de la rencontre le 23 février. Et ça devient pour moi, ça c'est mon avis personnel, ça devient comme un jeu d'enfant. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ouais. Parce que, au lieu de nous mettre devant le fait accompli, si la question est que on n'arrive pas à régler ce truc épineux. D'abord, le parti au pouvoir n'est pas complètement contre le retour de la Constitution de 92. Pour ça, il faut quand même leur donner les choses là. Ils ont aussi dit, on veut que la Constitution de 92 revienne. Mais seulement, ils ne veulent pas que ce soit applicable pour qu'en 2020, ce qu'il faudra dire que Fort pourra être encore se représenter. Ceux qui sont juristes, tous ceux qui disent qu'une loi n'est jamais rétroactive, donneront leur argumentation différente. Et le peuple qui a subi 51 ans de règne d'une même famille a aussi cet argument. Et le peuple ne veut pas que Paul Yassingbe, après 3 mandats consécutifs suivant et à la relève à la mort de son père, continue. Donc, il y a à un moment le facilitateur ou bien les partis en présence vont se dire nous sommes devant un bloc, on est arrivé devant un mur et il n'y a pas de solution. Et là, le problème, c'est sa responsabilité. Mais on nous dit, oh, ok, d'abord, je suis d'accord avec Ibikenao. Quand on dit, on reprend le 23. Et le 23, on ne suit pas encore. Ça ne veut rien dire. Nous ne sommes pas des enfants. Et time is money. On paie trop de temps en Afrique. Les gens restent sur les cocotiers, boivent du bois de coco, de pain tous les jours. Et puis, il faut que le truc bouge. Il faut qu'on bouge. Et on ne bouge pas. On se rend compte, on a des grandes tenues, on travaille à l'hôtel. Ok, voilà, on n'a pas de solution. Non, il faut qu'on arrive à un point où on dit, on n'a pas trouvé de solution. On met tout le monde devant le fait accompli et on met le peuple à témoin. Donc c'est ce que moi je trouve.
Sinon, les reports indéfinis du dialogue, ça n'a pas de sens. Essayons de voir ce que ça va donner, mais ça ne s'annonce pas bien. Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Mais il faut voir les choses, comment elles se présentent et dire qu'il n'y aura pas de solution finale parce qu'à un moment, une opposition dit que, vous savez, si Ford va se représenter en 2020, parce que c'est pourquoi moi je dis qu'en n'importe quelle négociation, on n'a pas tout ce qu'on a. Tous ceux qui plaident pour le départ immédiat de Ford, moi je trouve que, à mon humble avis, ça c'est un truc qui n'engage que moi, laissez Ford finir son mandat en 2020. Donnez-lui des mesures d'accompagnement, toutes les facilités que vous pouvez pour qu'il devienne le premier ancien président du Togo. En même temps, dites-lui, ça y est, vous avez tous vos droits et qu'on même choisissez un autre homme de votre parti pour se représenter, mais pas vous. Et comme ça, la solution sera réglée. Et si on tient que à ça, et qu'on reporte, on ira en 2020, on n'aura pas trouvé une fin de ce dialogue. Moi, je vous dis, ça va continuer comme ça. Merci pour l'instant. D'accord. Mon cher Kenao, est-ce que nous pouvons dire que, devant une telle situation, le groupe de facilitateurs est en face d'elle, le groupe de facilitateurs a en face de lui ce qu'on appelle un dur qui pourrait quand même d'un moment à l'autre peut-être abandonner, parce que si l'opposition exige, je dis bien l'opposition exige la constitution de 92 et que le gouvernement RPT Uni exige les réformes constitutionnelles telles qu'elle le veut, est-ce que vous voyez que ce dialogue que nous avons commencé, qui est toujours en train d'être rejeté, peut atteindre la fin? En tout cas, à l'allure que vont les choses, je ne vois pas la fin de ce dialogue. J'ai dit que c'est un échec et je maintiens toujours. D'accord. Parce qu'une bonne chose s'annonce clairement. Une bonne chose, avec de bonnes intentions, s'annonce clairement. On ne peut pas se réunir pour une grande occasion. Juste 2 jours et on suspend. Je vais vous dire une chose. Comme Credo l'a dit, même le gouvernement est d'accord pour le retour à la Constitution de 92. Même le gouvernement. Mais avec le... Non. Aucun cas. Non, même le gouvernement, sur l'ensemble. Mais là où le problème se pose, que vous ne comprenez pas, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même le gouvernement veut le retour, même le parti UNIR veut le retour de la Constitution, a accepté implicitement le retour à la Constitution de 92. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, là où le problème se pose et le peuple n'est pas informé, c'est l'application de cette Constitution. Quand elle sera appliquée. C'est tout. Quand elle sera appliquée. Maintenant, oui. Quand elle sera appliquée. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, et je suis d'accord avec Credo. Mais si on l'accepte déjà, ça veut dire qu'on n'aura plus de référendum. C'est ce que c'est parce que les gens n'ont pas accepté que le gouvernement a amené l'idée de référendum pour les accepter. Vous ne voulez pas la petite solution que je vous ai proposée, n'est-ce pas? Maintenant, allons ici. Entre le référendum et l'application, je suis sûr que les gens vont préférer. Est-ce que M. Kenao... C'est que je termine. Oui, est-ce que le groupe, sinon la majorité présidentielle veut réellement que cette petite phrase, en aucun cas, réside là-dedans? Yes, c'est ce que je te dis dans sa globalité. Le retour à la Constitution de 92. Originelle. Ouais. Mais ce qui est un problème, et c'est ce que M. Credo a dit, il dit que ça n'engage que lui. Mais en fait, c'est une très bonne solution. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'on ait quand même un président pour dire que ça c'est un président. C'est-à-dire qu'en 2020, là, ce sont des élections. On se dit que la Constitution de 92 s'applique
à partir de 2020. On se dit ça. Et là, Faure n'est qu'un ancien président. Mais il peut proposer un autre candidat de son parti. C'est common sense. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est là, l'opposition ne dit pas question. Parce que ça fait plus de 51 ans voilà. que ce parti est au pouvoir. Donc, s'il faut, il a lieu de proposer encore quelqu'un d'autre. Or, vous ne pouvez pas créer une crise constitutionnelle. Puisqu'il est au beau milieu du mandat, vous n'allez pas créer une crise constitutionnelle juste comme ça. Mais quand il arrive en fin de mandat, la loi, la constitution, elle est appliquée et il ne se présente plus. Et dans la tête de tout le monde, c'est clair, il n'y aura même pas de discussion. C'est là où nous sommes là, ça fait problème. Je pense, moi, oui, allez-y d'abord, tout simplement que si ça ne tenait qu'à moi, les deux partis peuvent se mettre d'accord. Comme au retour de la Constitution de 92, mais voir son application, c'est-à-dire que laisser Faure finir les 2 années et en 2020, il n'est plus candidat. Je crois que si c'est de cette sorte, ça ne m'engage que si moi. Si c'est de sorte que le communiqué qui a sanctionné, le communiqué final avait quand même dit, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord. Monsieur Credo Emmanuel. D'accord, allez, continuez. En tout cas, c'est ça le problème. En fait, quand vous les suivez les deux partis, quand vous suivez bien sûr les deux partis, c'est que les deux trouvent qu'il y a nécessité de revenir sur la Constitution de 92. Mais maintenant, c'est son application. Même à Ouagadougou, c'est ce qui était décidé. Quand ils se sont retrouvés en 2012 à Ouagadougou, mais ils n'ont pas appliqué ça. Mais justement, c'est l'application. Et qui cause de problème pour cette application? Qui cause de problème pour cette application? La non-activité de la loi. C'est tout. Monsieur Credo Emmanuel, vous avez soulevé... Encore une fois, c'est que la Constitution de 92 n'est pas en même la question. Monsieur Credo, la question... Allez-y. La question, c'est la mise en application de cette Constitution. C'est-à-dire, le peuple, d'un côté, en a marre de 51 ans d'une même famille. D'accord. Laisse-le finir. Après vraiment la pression de la rue, donc il y a le gouvernement qui a soumis un projet de loi à l'Assemblée, où même jusqu'à un président doit être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Tout ça, là, le nœud ne se pose pas. Là où le nœud se pose, c'est que quand est-ce qu'il faut commencer cette application? Contrairement à ce que nous disons, je ne crois pas que le problème est du fait que si Faure se retire en 2020, que le parti uni ne peut pas présenter un candidat autre que ça. Non, ce n'est pas le problème. Le parti uni, il n'y a pas que Faure qui est le seul dans le parti. Le parti peut être et présenter un autre candidat. Mais ce parti tient à ce que si Faure n'est pas candidat, il n'y aura pas de retour à la Constitution de 92. C'est ça le nœud. Je ne sais pas comment on peut dénouer ça, parce que le peuple ne va plus se laisser diriger comme ça se faisait pendant ces 51 ans. Le peuple ne va pas se laisser faire. On va pouvoir utiliser la force, et la force, elle sera utilisée, elle sera des bains de sang. On ne veut pas que ça arrive. Il faut quand même qu'il y ait une compréhension qu'au moins, la force et son parti puissent accepter que lui, une constitution n'est pas juste désignée pour une seule personne, mais pour que, après avoir fait 3 mandats, pour qu'il ne revienne plus se présenter en 2020. Moi, je ne crois pas qu'on bloque le parti uni RPT. Le parti uni RPT, c'est comme parti
qui a une implantation et qui nationalise là tous ces militants, je ne crois pas qu'on peut bloquer un parti politique. Mais on dit que 3 mandats pour le même candidat, ça suffit. Et ce candidat ne veut pas céder parce qu'il veut continuer, il veut qu'on, soit si c'est la constitution de 92, il faut que les comptes soient remis à 0. Et je ne crois pas que ça va se passer. Mais il ne faut pas quand même qu'on se trompe. On n'a pas dit que le RPT ne peut plus, le RPT uni ne peut plus présenter un candidat. Non, il peut présenter un autre candidat autre que Faure Gnassingbé. Ils ont cette voix. Mais Faure Gnassingbé, même si qui le veut ou non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple qui dit on ne peut pas te laisser et continuer. Voilà. Je vous remercie pour l'instant. D'accord. Merci donc à Credo Emmanuel. Je crois que tout est rentré en ordre. On a maintenant le professeur en ligne. Professeur, je crois qu'on parlait tout à l'heure du dialogue qui a été reporté. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, le dialogue, oui, il a été reporté suite à des positions tranchées des deux parties. C'est-à-dire que le peuple togolais ayant donné un mandat au groupe de 14 pour aller défendre sa constitution de 1992, le groupe de 14 a tenu bon. Il a fait hier. Il a dit clairement qu'ils sont venus obtenir le rétablissement de la constitution de 1992. Et ils étaient prêts à discuter des conditions de son application et s'il y a des mesures à prendre pour aussi créer des conditions favorables au départ immédiat de Faure Gnassingbé avec des garanties claires. C'est là où c'est ce que l'opposition a dit. Et pour le parti au pouvoir, il n'était pas question, même si la constitution de 1992 devait revenir, ils souhaitent toujours que Faure soit leur candidat en 2020. C'est là où il y a eu, disons, blocage. Et le facilitateur s'est rendu compte qu'au fait, même si le groupe du RPT avait la volonté de décider de donner la réponse par rapport à cette requête de l'opposition, ce groupe-là, il n'y a personne dans le groupe-là capable d'oser dire que Faure ne sera pas candidat. Alors le médiateur a dû les renvoyer à Faure d'aller dire à leur champion que voilà, c'est ce que le peuple demande. Et donc c'est Faure seulement. Il n'y a que Faure pour dire que non, j'ai compris et je ne me représente plus. Parce que ces gens-là qui sont allés, comme le disait M. Credo, ces gens-là aussi ont envie d'être présidents. Ils ont envie de se présenter. Mais comme ils se sont vendus au diable, ils ne peuvent plus jamais renier le soutien. Donc c'est pourquoi ils ont peur de même conseiller à Faure de quitter le pouvoir. Alors moi, la situation qui est créée, moi je pense que c'est simple. Ça ne fait que réconforter le peuple togolais dans sa quête pour sa liberté. Moi je dis que à partir du moment où le RPT se montre intransigeant par rapport à une affaire très claire, nous allons désormais demander le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Ce n'est même plus le rétablissement de la Constitution. On demande son départ. Parce que tout ce qu'il avait à faire pour le Togo, il a déjà fait. On le remercie. On le remercie aussi. Il n'a qu'à transmettre ses remerciements aussi. Il n'a qu'à les prendre, recevoir au nom de son papa. Parce que nous les remercions. Ils ont aimé le Togo. Ils ont fait 50 ans, 51 ans, c'est bon. Maintenant, et qu'ils permettent à un autre Togolais, fut-il le fils d'un paysan, de cette bois, ou bien de Bouladé, ou bien de Soudou, ou bien de Tchare, ou de Yadebou, qu'il puisse aussi aspirer à devenir président, parce que la stagnation du pays n'honore pas les Togolais. C'est ça le problème. Alors, j'ai dit qu'il y a blocage, mais c'est au peuple de débloquer la situation. Et nous allons le faire. D'accord. Merci, professeur. Je crois qu'on a beaucoup à dire, mais on nous fait signe qu'on a quelques minutes pour la fin de notre émission. Mais on prend un facilitateur, le président du Ghana,
Et on nous dit en même temps qu'il a une tournée européenne, il a une tournée américaine dans les heures qui suivent. Ben, on ne sait pas à quel jeu réellement on joue pour un pays. Nous sommes au 27e dialogue aujourd'hui. Monsieur le professeur, ça c'est d'abord une première position. En deuxième position, on réclame forcément la présence de Tikpi Atadam à ce dialogue-là. Est-ce que sa présence est nécessaire? Parce que c'est ce qui va sortir des résolutions qui est pour nous qui est quand même importante. Parce que Tikpi Atadam, je pense que ce monsieur, même s'il n'est pas présent, le dialogue peut continuer, le dialogue peut avoir une résolution, on peut quand même avoir des solutions sorties de ce dialogue. Mais à tout moment, on est dit que le dialogue est rejeté à une date ultérieure, le facilitateur ne serait pas là, alors que ce même facilitateur, c'est le président d'un autre pays, il ne peut pas rester 24 heures dans un autre pays. Il y a quelque chose qui peut se passer derrière lui, monsieur le professeur. Ouais, c'est pourquoi moi je pense que d'abord il faut remercier Nana Akufo, Nana Addo, Akufo Danka Addo. Il faut le remercier parce qu'il n'avait pas, ce n'était pas une obligation pour lui de venir au Togo pour tenter de jouer à la facilitation. Non, 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 non. Moi personnellement, je le remercie, je lui exprime la gratitude du peuple togolais parce qu'il n'était pas obligé. Maintenant, quant à la suspension du dialogue pour raison du voyage du président, il en a le plein droit. C'est un président de la République du Ghana. Et il est venu aux États-Unis pour défendre les intérêts du Ghana, pas les intérêts du Togo. Alors, les Ghanais ne l'ont pas élu pour venir défendre les intérêts du Togo, non. Alors, si nous les nôtres, notre président, les Togolais, ne pensent pas que lui est dans son droit, dans ce droit d'aller là où il veut pour défendre les intérêts des Ghanais, alors nous avons tiré à terre, parce que c'est son droit, c'est son devoir. Maintenant, si nous sommes gênés, quitte à nous de trouver rapidement la solution pour qu'on puisse aussi s'occuper de notre pays, c'est tout. Moi, je ne condamne pas M. Addo pour avoir... Non, 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 non. Il doit gérer son pays. Et c'est par amour du prochain que il se montre, il se laisse, il vient au Togo. Et quand il vient même, est-ce qu'on l'écoute? Il faut voir devant lui, les gens du régime et de l'opposition, ils n'ont pas pu s'entendre. Alors moi, je dis que Nana Akufo-Addo n'est pas à blâmer ici. Maintenant, quant à votre question, si Tikpi n'était pas là, la solution, nous sommes tout à fait d'accord. Ce n'est pas Tikpi et qui compte ici, c'est la solution qui va sortir. C'est le résultat qui compte. Mais ceux parmi nous qui avaient parlé de la présence de Tikpi, ce n'est pas nécessairement pour l'amener là-bas. Nous avions souhaité que ces pères de l'opposition puissent montrer cette solidarité-là à tout le monde, surtout au RPT, pour lui dire que, quels que soient les cas, nous sommes solidaires. C'est tout ce que nous avions voulu demander. Bon, maintenant, peut-être que les gens ont mal compris et ils ont crié sur les toits comme quoi. Non. Par principe, il fallait le dire clairement au RPT que désormais, quand vous touchez à un parmi nous, c'est à tout le monde que vous avez touché. C'est pour ça que les gens disaient que non, il fallait que les gens insistent pour la présence. D'ailleurs, et ceux qui l'ont dit n'ont pas tort, parce que avant le début du dialogue, la première rencontre qui a eu lieu, ils ont parlé de la satisfaction des mesures d'apaisement. Parmi ces mesures d'apaisement, il y avait la libération de tous les prisonniers arrêtés durant les manifestations et les prisonniers dans le cadre des incendies. Il y avait aussi la cessation de la traque des leaders de l'opposition et leur sécurité. Dites-moi, après avoir libéré 40 détenus, est-ce qu'ils ont parlé de la cessation de la traque des leaders? Ils n'ont pas parlé de ça. C'est pourquoi nous, on parlait de ça. Parce qu'il y a une partie de ces mesures d'apaisement-là qui a été mise au placard. On n'a même pas touché. Et si on avait touché à ça, ça devait inclure la sécurité de certains membres dont la sécurité était menacée. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait aussi insister sur ce fait-là, sachant que même sans Atadam,
les autres qui sont là peuvent représenter l'opposition, puisque c'est le peuple qui leur a donné la mission, ils ne peuvent pas trahir. Comme ils l'ont prouvé d'ailleurs hier. Nous sommes en train de leur jeter des fleurs parce que hier, ils se sont montrés intègres. Ils se sont dit que nous n'allons pas trahir la mission du peuple. Donc, bon, ce n'est pas là le problème. Mais il y a une chose. D'aucuns parlent même de la délocalisation de ce dialogue de nos jours. Moi, je risque d'être avec eux parce que nous connaissons bien le Togo. Au Togo, où même les journées de réconciliation initiées par le régime ont été interrompues l'année passée par les militaires. Ils ont fait irruption pour stopper, arrêter les choses. Donc, qui sait si la solution devait être trouvée et les militaires n'arrivant pas encore rééditer leurs choses. C'est pourquoi, moi, je pense que ceux qui pensent qu'il faut délocaliser les dialogues, peut-être d'une part, ils ont raison. Et même, il faut même dire que peut-être que ça permettra à Nana Akufo-Addo de se donner 100%, parce que ça sera peut-être dans son pays où il n'a pas besoin de prendre un avion. Tout ça, là, c'est pour des raisons pratiques. Que peut-être désormais, il faut aussi penser à demander à ce que, si ce dialogue-là devait perdurer, qu'il soit délocalisé ou Nana Akufo-Addo sera disponible presque tous les jours pour finir avec ce problème togolais. C'est ça le problème. Oui, mais si le dialogue est demain délocalisé, par exemple, on va au Ghana et que on parle réellement de la sécurité de Tikpi Atadam, et d'un moment à l'autre, M. Tikpi Atadam se présente à ce dialogue-là, que quelque chose lui arrivait. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais quand moi je parle de délocalisation, ce n'est pas nécessairement dire que Tikpi sera là-bas ou pas, mais de façon pratique, pour permettre aux médiateurs d'être plus ou moins proche de son pays qu'il gère, pour lequel il est élu, mais en même temps, pouvoir donner son temps pour qu'on puisse avancer dans ce dialogue. Ça, c'est clair. Et non seulement ça, pour l'ensemble de l'opposition, qui vous dit que les autres 13 membres qui sont là ont la sécurité garantie. Qui vous dit ça? Jusqu'à présent, on n'en sait rien. C'est pourquoi nous disons peut-être que... Parce que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de discussions, de tables rondes. Quand ces discussions-là ont été délocalisées, les solutions ont pu être trouvées rapidement. Il y a le cas de, comment l'appelle-t-on, il y a eu plusieurs cas où les gens ont pu trouver des solutions à l'extérieur de leur pays. Palestine et puis Israël, entre-temps, ils étaient allés aux accords de Oslo. C'est là où Rabin et puis Arafat ont pu se serrer la main, des ennemis jurés, parce qu'ils étaient à l'extérieur, ça a joué. Et lorsque Kabila père, avait été menacé Mobutu. Vous savez où est-ce qu'ils ont signé les accords? C'est dans un bateau angolais qu'ils ont signé ces accords-là, en présence de Nelson Mandela. Ce n'était pas aux Alliés qui l'ont fait. Moi, je me rappelle le jour-là quand Mandela a tourné, il a appelé Kabila, Mr. President, Mobutu allait presque mourir parce qu'il n'en revenait pas. C'était comme ça. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, mais pas sur le sol, là où il y a le conflit, mais ailleurs. Et ça a bien marché. Même au Togo, au temps de Yadema, il a fait signer des accords au Togo par les Libériens et les autres. Ça marchait. Donc moi, je pense que si le facilitateur n'a pas assez de temps pour s'occuper de ce truc-là, on n'a qu'à le suivre au Ghana pour aller négocier. C'est tout. D'accord. D'accord. Je crois que c'est ce que vous avez dit, M. Kenao. Les deux parties peinent sur les mesures d'apaisement et de confiance. D'abord, on parle des prisonniers, les détenus qui sont restés, qui ne sont pas encore libérés. On dit que ce sont des prisonniers correctionnels ou bien criminels. En quoi est-ce que ces détenus sont criminels ou bien correctionnels, dans la mesure où c'est au moment des manifestations qu'ils ont été arrêtés comme les autres? Il y a une partie qui est libérée et il y a une partie qu'on n'a pas encore libérée. Est-ce que ça dit qu'il ne peut pas nous dire réellement que les 47 autres qui restent là existent réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas tués ou bien ils ne sont pas quelque part pour qu'on nous parle de choses, comment on appelle, de processus de prisonniers correctionnels ou bien criminels? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que quiconque est prisonnier, quiconque arrêté durant ces manifestations devrait tout simplement être libéré, c'est tout. Sinon, je ne suis pas un membre du gouvernement pour dire les raisons pour lesquelles on ne les libère pas ou bien on ne parle pas d'eux, mais tout compte fait, quiconque arrêté pour manifestation
devraient être relâchés. Purement et simplement parce que ça fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. D'accord. On va directement aller du côté des credos parce qu'on n'a plus le temps. Avant de revenir au professeur, parce que Monsieur Credo Emmanuel. Oui. Monsieur Credo Emmanuel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que à un moment, au lieu de faire prolonger les choses pour avoir toujours le même résultat, c'est-à-dire, on sait que ce problème de la non-candidature de Faure était sur la table avant qu'on ajourne ou bien qu'on ne reporte le dialogue le 23 février. Ce problème est encore revenu. Au lieu qu'on continue par reporter cette question épineuse, à un moment, il faut qu'on dise ou bien qu'on mette tout le monde devant le fait accompli. Les deux parties n'arrivent pas à trouver une solution amiable, à l'amiable pour cette question. Et puis mettre rencontre au peuple. Si le peuple qui tient à ce que Faure ne se représente plus en 2020 continue par ne pas accepter, le peuple prendra ses responsabilités à main et se mettra dans la rue parce que, au fait, quand on parle de ce référendum, le référendum, c'est un moyen pour le gouvernement de légitimer sa position ou bien son choix sur le retour et sur la candidature de Faure en 2020. On va nous faire un référendum, on va dire que le peuple a voté et qu'on saura que c'est bien, bon, c'est des trucs truqués, mais c'est un truc qu'on va faire brandir. On a vu ça au Togo. À chaque élection, on a vu les gens courir avec les urnes et après, on a validé les élections et puis les messages de félicitations ont commencé par venir. Donc, on légitime sur la question qu'on sait qu'aux yeux de tout le monde, c'est faux, mais on le fait passer le chien à boire, la caravane passe. Donc, à un moment, d'abord, on remercie le président ghanéen pour sa félicitation. Il s'est mis à la disposition du peuple togolais. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Mais à un moment, il faudra qu'on nous dise, voilà, le truc n'est pas, on ne peut pas trancher cette solution parce que les deux parties restent campées sur leur position et essayer de voir si le peuple pourra prendre ses responsabilités à main et puis revendiquer que ça ne se passe pas. Donc, je crois que c'est là où on va finir. On reporte. Ce n'est pas une solution. Le report, ce n'est pas une solution. C'est juste prolonger les choses. Et au lieu de prolonger, il faut qu'on arrive au moins à mettre sur un point pour qu'on se dise, nous sommes arrivés à un mur et on est bloqué. Voilà. Prenez votre responsabilité. D'accord. Merci. D'accord, merci Claude. Prenez vos responsabilités. Du côté de Youssoufou, le professeur Youssoufou, est-ce que vous êtes encore en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Professeur, comme une question que je viens de poser à M. Kenao, vous savez, il y a les deux parties, tu vois, qui peinent sur les mesures d'apaisement et de confiance, mais on parle de prisonniers correctionnels ou bien de prisonniers criminels, monsieur le professeur. Ces mêmes personnes ont été emprisonnées, hein, tandis que, au même moment que ceux qui ont été libérés, pourquoi on ne peut pas libérer ces autres personnes et on les appelle prisonniers correctionnels ou bien prisonniers criminels? Est-ce que ça dit que cela n'existe plus? Est-ce que le gouvernement est venu faire croire qu'on les a fait disparaître ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le gouvernement nous cache dans cette histoire?
Oui, mais nous avons dit depuis 3 semaines qu'on ne peut plus parler des prisonniers, il faut plutôt parler d'otages. Et donc, vous voyez que nous avons raison maintenant. Ce sont des otages. Vous voyez la façon dont on les libère, c'est comme ça qu'on libère les otages. Quand en contrepartie, vous donnez quelque chose, on libère un. C'est le comportement du gouvernement togolais. Ils les ont pris comme des otages, ils n'ont rien contre ces gens-là. Aucun crime n'a été commis. Leur seul crime, c'est d'avoir manifesté ou bien c'est d'avoir été soupçonné d'avoir participé aux marches. C'est fini. Les marches que la constitution togolaise garantit. Maintenant, le RPT veut utiliser ces gens-là en échange. À chaque fois qu'on leur demande quelque chose, on libère d'eux. On vous dit, voilà, notre bonne volonté, on vient de libérer d'eux, donnez-nous ceci. Donc, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, cessez de les appeler des prisonniers, appelez les otages. Ils sont otages du régime RPT uni. Et la façon dont on les libère, c'est comme ça qu'on libère des otages. Alors, nous disons que le RPT uni est en train de jouer avec la vie des gens. Quand vous perdez le temps à un citoyen qui n'a rien fait, et vous le gardez comme ça dans des conditions difficiles, vous-même vous savez que ces gens-là n'ont rien fait, mais vous voulez toujours utiliser ça comme un moyen de gagner des points politiques. Moi, je pense que c'est là où je n'arrive pas à comprendre nos frères du RPT uni. Je ne les comprends pas. Nous sommes tous d'un même pays. Est-ce pour pouvoir garder votre pouvoir? C'est ce qu'il faut faire à vos frères? Un pouvoir que vous n'avez pas construit, vous n'avez pas créé, vous n'avez pas engendré. Vous voulez garder ça parce que vous nous dites que vous avez la force de vous maintenir au pouvoir. Pendant combien de temps vous allez le faire? C'est ici le lieu de lancer un appel pressant à M. Faure Gnassingbé, que sous sa garde, sous son règne, qu'on puisse bafouer les droits des citoyens, qu'on puisse commettre des crimes comme ça. Moi, je ne sais pas comment ce qu'il se dit quand il va la nuit, quand il se couche. Est-ce qu'il pense aux crimes que les gens sont en train de commettre pour le maintenir au pouvoir? Ce n'est pas possible. Je lui demande de faire un examen de conscience. Trop, c'est trop. Ce n'est pas bon. Les gens utilisent son nom pour torturer les enfants des autres. Il est temps. Il est temps qu'ils disent qu'on ne doit pas manger des gens. Il est temps qu'ils le disent. Parce que c'est lui, ils nous disent que c'est lui qui sont en train de supporter. C'est pourquoi ils arrêtent les gens. C'est pourquoi j'interpelle monsieur le président de la Faure Gnassingbé. Il est temps de faire cesser ces actes-là. Parce que, quel que soit le cas, nous sommes les mêmes. Nous sommes filles et fils d'un même pays. Et personne, nul n'a le droit de priver la liberté de l'autre parce qu'il a osé dire qu'il faut gérer le pays de telle façon. Ils ne sont pas des criminels, ces jeunes de nouveau qu'on a arrêtés. Ces jeunes-là, on ne les a même pas arrêtés dans les marches. On est allé chez eux dans leur chambre, en train de dormir paisiblement, où on les a enlevés. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que je ressens ici? Ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'injustice. Et les autres, dans les prisons de Dapaon, Kara, Sokodé, Lomé, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a parmi eux qui n'étaient même pas dans les manifestations. On est allé les chercher. Il y a le cas d'un enseignant qui est à Dapaon, c'était Boukari Alassane. Le gars a manifesté. Depuis 4 mois, il est en prison. Il est même gravement malade. Est-ce que c'est normal ça? Et force, c'est par votre faute, puisque c'est vous qu'on est en train de protéger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Et là, vous êtes encore en train de dire que vous voulez rester au pouvoir jusqu'à 2020 et au-delà. Dites-moi, donnez un seul argument qui puisse convaincre les Togolais que vous méritez d'être encore président au-delà de 2020. Vous n'avez rien fait pour prouver que vous avez le cœur pour diriger le pays. Ce n'est pas normal. En tout cas, peuple Togolais, maintenant, nous avons dû sortir pour chasser ces régimes criminels. C'est tout. Merci. Ce n'est pas sérieux. Merci, professeur Youssoufou. Je crois que nous sommes vers la fin de notre émission. Oui, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça me fait mal. J'ai une question à poser à M. Kenao avant d'aller. Oui, M. Youssoufou, vous voulez, on vous donnera la parole pour
votre mot de fin, mais j'ai une dernière question, Monsieur Yves Kenao. Selon l'ambassadeur du Ghana au Togo, Daniel Osei, il a dit que le Ghana est disposé, le Ghana est toujours disposé à poursuivre la facilitation, mais on ne peut pas demander un président de la République de laisser son pays et être au Togo toutes les 24 heures. Monsieur Kenao, qu'est-ce que cela nous fait réfléchir? Rapidement. Bon, tu sais, nous avons toujours dit que... En même temps, votre dernier mot. J'ai toujours dit que... D'abord, est-ce que les Togolais... Je pose toujours la question. Est-ce que les Togolais ont voulu de ce dialogue? C'est tout. S'ils ont voulu de ce dialogue... C'est qu'on ne doit pas quelqu'un qui est plus libre. On doit faire ils devraient se retrouver eux-mêmes et le faire. Les Togolais, honnêtement... Mais puisque les autres dialogues là n'ont pas abouti, 27 dialogues... Même les autres dialogues là, est-ce qu'ils les ont voulu? Le Togolais n'a pas voulu de ce dialogue. Quelque part, on les amène pour discuter, c'est tout. D'accord. Mais le Ghanéen, il a raison. Lui, sa patience a des limites. Il ne peut pas tout le temps venir pour le Togo. Il n'a pas le Togo seul. Il n'a pas le Togo seul. Dans sa tête. On nous fait signe qu'il y a quelqu'un qui est en ligne avant de clore cette émission. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Nassirou Adamou de Grisboro, de la Caroline du Nord. Allez-y, vous voulez participer, on est presque à la fin de l'émission. Oui, bon. Allez-y. Oui, j'ai écouté un peu la prestation des invités. Je voulais juste apporter ma petite contribution. Juste pour dire que, enfin, quand le professeur Moussa avait dit qu'on n'avait pas besoin de l'étranger pour venir régler le problème togolais, je crois que finalement, M. Emmanuel l'a retrouvé sur ce point, parce que les dialogues, vous convenez avec moi, on ne peut plus en compter. 27 par le passé et 2 viennent de se rajouter, et c'est le même résultat. Et c'est dans ce sens que je prends position en disant que ce n'est pas l'étranger qui viendra régler ce problème-là. Bon, ça c'est le peuple. Et l'histoire témoigne que tous les peuples qui ont retrouvé leur liberté l'ont retrouvé par eux-mêmes. Ce n'est l'œuvre de personne d'autre. Parce que les atermoiements du gouvernement, tout le monde le connaît. Donc c'est pour faire gagner du temps. Parce que la question centrale, elle est là. C'est la représentation de Faure dans 2020. Est-ce qu'il doit se représenter? Et actuellement, l'objectif de toutes ces marches-là, qui ont commencé depuis le 19 août, la réponse c'est non. Et c'est la pierre d'achoppement dans toutes les deux dialogues qui ont eu lieu ces derniers temps, en février et puis ce dernier en mars. Donc, en finalité, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra régler ce problème-là. Et comme vous le savez, un facilitateur, ce n'est pas un arbitre. En fait, dans le sens qu'il va sanctionner ce camp ou bien sanctionner l'autre camp, ce n'est pas ça. Il est là pour faciliter. Donc, il écoute les positions des uns et des autres. Et ces deux positions, aucun Togolais ne l'ignore aujourd'hui. La position du régime, c'est le maintien du président Faure jusqu'en 2035. Parce que s'il se représente en 2020
qu'est-ce qui va l'empêcher de se représenter encore après ce mandat? Rien. Et la position de l'opposition, c'est le retour de la Constitution de 1992. Donc là, on se retrouve au point de départ. Et là, vous pensez que quelqu'un d'autre viendra régler ce problème? Non. Personne. C'est au peuple de prendre son destin en main. Et nous sommes passés à deux doigts. Ou bien du moins, nous avons raté plusieurs occasions comme ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais apporter comme contribution à ce débat. Merci. Merci. Merci pour cette belle contribution. Je crois qu'on est à la fin de notre émission. Et je voulais quand même remercier. Et je crois que le professeur, peut-être qu'il veut son dernier mot de finale. Professeur, votre mot de finale. Parce que je suis en train de... Merci. Mon mot de fin, c'est pour renouveler cet appel-là à l'endroit du peuple togolais. Mon doux peuple, le peuple togolais au pays, le peuple togolais dans la diaspora. S'il vous plaît, the die has been cast. The Rubicon has been crossed. There is no turning back. Vous voyez? Donc les dés sont jetés. On a franchi le Rubicon, il n'y a plus lieu de faire un retour en arrière. Il faut foncer pour en finir avec ce régime-là. Il faut lui donner 2 semaines pour faire le travail. C'est fini. À travers cette mobilisation monstre que nous projetons, il faut que le peuple soit au rendez-vous pour chasser ce régime parce que c'est un régime incrédule. Donc, il faut le forcer à partir. C'est notre seule alternative qu'on a maintenant. On n'a plus autre moyen que de sortir massivement pour dire non à ces gens-là. Ils vont plier bagage. Ils ne sont pas des fous, ils comprennent. Ils vont partir. Merci, peuple togolais. Merci donc, professeur Credo Emmanuel, votre mot de fin? Oui, avant mon mot de fin, je vais inviter... Rapidement, 10 secondes, on n'a plus assez de temps. Avant mon mot de fin, permettez-moi de faire éclaircir un peu le participant qui vient d'appeler. Quand j'ai répondu à la question, les Togolais ont-ils besoin de la communauté internationale? J'ai bien dit que c'est une question à double réponse. Il y a un oui et il y a un non. Le non, c'est que les Togolais prennent le destin en main. Le oui, on prend la communauté internationale qui englobe tout, la sous-région, le continent et l'extérieur à témoin. D'abord, si nous ne prenons pas la communauté internationale, pourquoi nous, les gens de la diaspora, nous marchons à New York, à DC, à Paris? C'est parce qu'on veut attirer leur attention. Donc on ne peut pas dire que d'un côté, on attire l'attention de la communauté internationale et de l'autre, on n'a pas besoin d'eux du tout. Il faut savoir quand on a besoin d'eux et pourquoi, et quand on n'a pas besoin d'eux, qu'est-ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Donc, pour cet investissement que je vais dire, je suis complètement d'accord avec le professeur. On n'a pas besoin de la communauté internationale, mais en même temps, on a besoin d'eux pour quand même essayer d'être témoins de ce que nous faisons et ça vous donnera et aidera la lutte. Ça, c'est le premier. Et c'est juste la remarque que je voulais faire. Maintenant, au mot de fin, je remercie l'occasion de pouvoir participer à ce débat. Je prie que l'opposition togolaise, le parti d'A14, reste unie. Ce n'est pas facile, quand on parle de 14 partis politiques, de rester ensemble unis. Vous êtes dans un couple et des fois, vous avez des différences avec votre femme, ou bien même dans une famille, on a des différences avec les enfants et les frères. Mais quand il y a une chose là, on doit prier que ce bloc reste uni et qu'il soit soutenu par la rue, par le peuple togolais qui les a mandatés de faire le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, cette chose, nous prions Dieu Tout-Puissant d'aider le Togolais
cette opposition à rester unie. Et puis, Dieu nous aider à ce que le Togo accouche dans vraiment la douceur, sans effusion de sang, le changement que nous voulons dans au Togo. Je remercie aussi Tempo et Africa TV pour l'œuvre et l'action que vous avez fait pour faire passer les informations. Donc, je vous remercie. Merci donc Emmanuel Credo, merci au professeur, merci aussi à Kenao qui a quand même participé largement, merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine et nous espérons encore que vous allez appeler pour participer à cette émission. Merci à celui qui nous a appelés. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la